Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la librairie, l'émission de la librairie Un Point un Trait en partenariat avec Radio Le Dev. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Vous êtes scénariste, réalisateur, écrivain. Vous avez scénarisé et co-réalisé le film Dead End en 2003 avec Fabrice Canepa. Vous avez écrit le scénario de Delphone, La Confrérie des larmes, et celui de King, réalisé avec David Moreau. Par David Moreau. Par, oui, qu'est-ce que je dis? Oh, bah, ça, oui. Voyons. Mais je ne veux pas le voler. La marraine, pour 100 millions d'années et un jour, a vu des diables et des saints. Il est donc nécessaire de veiller sur elle. Vos titres sont déjà toute une histoire. Marraine a eu le droit à sa petite collection de prix. 100 millions d'années et un jour aurait presque pu correspondre au montant du prix Goncourt, mais il a été réduit à 10 €, par Paul, cette année. Je ne les ai pas eu d'ailleurs encore. Vous avez oublié de chez tout. C'est vrai. Les Diables et des Saints a lui aussi reçu de nombreux prix, dont le Grand Prix RTL Libre, mais surtout, il a fait l'unanimité de notre club de lecteurs. Ce qui, je dois dire, est une véritable prouesse. Veillez sur elle est paru en août 2023 aux éditions Iconoclaste, tout comme vos 3 précédents romans. Et vous venez de recevoir le prix Goncourt pour ce livre. Félicitations! Ok, il n'y a pas la pression maintenant. Nous vous recevons avec le plus grand plaisir Jean-Baptiste Andréa. Bonsoir. Bonsoir, et merci d'être là si nombreux et merci pour vos applaudissements, c'est très émouvant. Que cela soit dans Les Diables et les Saints ou dans Veiller sur elle, vous utilisez le même principe d'introduction, celle d'un homme qui nous plonge dans sa vie passée, loin d'un flashback, artifice narratif. Vous réussissez à donner une consistance à ce personnage. Vos personnages deviennent des personnes. De quoi est née cette envie de raconter un passé au présent? J'aime l'idée, enfin je crois que la valeur d'une vie ne se mesure évidemment qu'au moment où on la quitte, ou au moment où en tout cas, on l'a, sans être aussi dramatique, au moment où on l'a bien vécu. Et donc il y a ce procédé dans ces 2 romans. D'abord, j'adore l'histoire de se retourner, et je le fais beaucoup là ces derniers jours, évidemment, pas parce que je vais quitter cette vie, enfin j'espère pas, mais évidemment avec le tremblement de terre qui a été ma vie, qui a frappé ma vie positif la semaine dernière, je me retourne sur le gamin que j'étais à partir de 9 ans et qui racontait à tout le monde qu'il voulait devenir écrivain. Je revois tout le chemin qui m'a amené jusque-là, et c'est ça qui m'aime beaucoup. Je revois ma rencontre avec mon éditrice qui nous a quittés en mai et qui a transformé ma vie. Et en fait, voilà, il y a ce côté épique d'une vie qui me plaît, c'est ça que j'ai envie de raconter, les combats qu'on mène tous pour arriver à ce moment de nos vies, on se retourne et on se dit, qu'est-ce que ma vie, quelle est la valeur de ma vie, qu'est-ce que j'en ai fait plus exactement, est-ce que j'ai bien utilisé ce temps-là? Et il y a évidemment quelque chose de très romanesque, puisqu'il y a un suspense inhérent au fait de prendre quelqu'un dont on ne sait rien et de l'écouter nous raconter comment il en est arrivé à ce point-là. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. À certains égards, il y a toujours dans mes livres ce retournement sur sa vie. Et ça a commencé au premier roman, même si la structure n'était pas tournée comme ça. Ça me plaît beaucoup. Je trouve ça. Moi, j'aime le romanesque. Hein, vous en serez aperçu pour ceux qui l'ont lu. Si vous avez lu un peu l'actualité, vous en serez aussi aperçu parce qu'on a beaucoup parlé d'un retour du romanesque et on m'a beaucoup mis en compétition que je ne demandais pas avec des autres romans dans la forme également. Ceux qui ne voulaient pas que ce roman gagne, ils disaient mais c'est un roman conventionnel. Et moi, je ne comprends pas si c'est un roman conventionnel. En fait, la seule chose qui est conventionnelle dans ce roman, c'est qu'il a un début, un milieu et une fin. Et je m'en excuse vraiment auprès de ceux qui n'aiment pas ça. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien ça. Voilà, il y a tout ce côté romanesque qui est donné par ces héros qui se retournent sur leur vie, vraiment dans la forme des 2 derniers romans. Alors, une question qui fait suite à ce que vous êtes en train de dire. Page 296. Je suis sûr que vous Moi, je vois très bien le passage. Ouais. C'est moi que je blessais en m'amputant de leurs souvenirs. J'avais 18 ans, et à 18 ans, personne ne veut ressembler à ce qu'il est vraiment. Votre livre aborde la vie à travers différentes époques et périodes de la vie de Mimo et de Viola. À chaque étape, vous remettez en perspective les précédentes, même si vous vous dites page 322, je n'étais pas là, je trouve que c'était mieux avant. Je vivais justement cet avant que je regrettais plus tard. C'est quoi une vie sans regret?
C'est tout bêtement une vie où on n'a pas renoncé à ses rêves d'enfant. Je crois qu'il y a des choses qui se forment assez tôt dans nos vies, probablement un instinct à l'âge de l'adolescence ou voire avant, sur voilà ce que j'aimerais être. Et la vie se charge assez bien de nous dire, et moi on me l'a dit d'ailleurs, non, c'est pas pour toi, ou non, c'est impossible, ou non, sois raisonnable. Donc une vie bien vécue est une vie qui est un peu déraisonnable. C'est la première fois que je fais une réponse aussi courte. Votre livre aborde aussi la question autour de l'art. Rien de ce qui fait l'art, le vrai, n'est explicable ici, puisque l'artiste lui-même ne sait pas ce qu'il fait, sauf Michelangelo d'Italie, rajoute le personnage Léonard B. William. Qu'est-ce que pour vous l'art, et quelle place a-t-elle pour vous? Alors là, c'est, je crois, enfin, je mesure à quel point ça a été pour moi la liberté. C'est-à-dire que c'est très très rare dans la vie, et une nouvelle fois je parle, c'est mon expérience à moi évidemment que je projette dans les héros de tous mes livres, c'est très rare dans la vie qu'on vous dise fais de l'art, sois artiste. Vraiment. Et souvent, si on ne vous le dit pas, c'est par amour, mais l'amour peut être aussi étouffant que n'importe quelle contrainte, même si elle est hostile. Donc on vous dit rarement fais de l'art, on vous dit, enfin, ouais, vraiment. Et surtout n'en fais pas. On vous dit plutôt surtout n'en fais pas. Même quand vous avez un talent pour ça, d'ailleurs, par exemple, un talent artistique à l'école est très rarement valorisé. Hein. Moi, je me rappelle qu'on avait un gamin dans la classe où j'étais, où moi, par chance, j'étais assez bon à l'école, le dernier de la classe, pour lequel on avait tous une grande sympathie par ailleurs, mais était un type quand dans la pub Guy de Graine, qui dessinait tout. Vous vous rappelez la pub Guy de Graine? Vous irez Guy de Graine, c'est une très bonne pub, hein, si on en parle encore aujourd'hui. Mais moi, elle me parlait beaucoup pour ça. Et c'était vraiment ça. Lui, c'était le cancre de la classe, sauf que c'était un génie du dessin. Mais dans le système scolaire, il n'était absolument pas valorisé. Donc, moi, l'art et la liberté, parce que l'art est ce qu'il y a entre tous les chemins qu'on nous trace dès l'enfance. L'art, c'est presque une forme d'interdit. Pour moi, une nouvelle fois, ça a été une conquête de quelque chose où on me disait soit c'est impossible, soit c'est interdit. C'était pas interdit parce que c'était mauvais, c'était interdit parce que ça allait me mener à la pauvreté et à la mort sous un pont. Voilà ce dont on m'a menacé de multiples fois, ma mère notamment. Et donc c'était ça là. Et je crois que le rapport que j'ai à l'Italie, et pourquoi j'avais envie d'écrire sur l'Italie, parce qu'on me le demande beaucoup, est lié à ça. L'Italie, c'est le premier pays où je suis allé quand j'étais ado. Je suis pas sûr si c'était l'Écosse ou l'Italie. J'ai épousé une Anglaise et j'ai écrit sur l'Italie. Donc les deux m'ont marqué. Pas une Écossaise, mais bon. Je suis allé en Italie et je vois ce pays où tout est art, presque. L'art est vraiment au coin de la rue, l'art est dans la rue, l'art est au moindre carrefour. Enfin, tout est œuvre d'art digne d'un musée en Italie. Et on a beau vivre dans un très très beau pays, il n'y a pas cette saturation, cette pénétration de l'art dans notre quotidien que j'ai trouvé en Italie. Et l'Italie était le premier pays où je me suis dit, oui, on peut donc vivre d'art, on peut le respirer. C'est un mode de vie, puisque ce pays entier est tourné vers l'art. Il y a bien des gens qui l'ont fait, cet art-là. Donc voilà, l'art, là vous voyez, je ne fais pas que des réponses courtes. L'art, pour moi, m'a représenté cette liberté, cette autorisation d'aller là où on ne m'autorisait pas à aller, là où on ne me destinait pas, là où on ne m'attendait pas. L'art est-il aussi ce qui est nécessaire pour que nous puissions poser un regard neuf sur nos vies ou bousculer et provoquer nos certitudes? Oui, parce qu'en fait, l'art, c'est justement l'anti-certitude. Là, tout est possible en l'art. Je rejoins cette idée de liberté, rien n'est figé. Quand l'art devient figé, il est mauvais, c'est plus de l'art, c'est de la reproduction de ce qui est de quelque chose qui était peut-être novateur à une époque et qui ne l'est plus. Oui. Alors pour nous plonger dans Veiller sur elle, j'aimerais que vous relatiez juste la rencontre entre les deux personnages principaux, Mimo et Viola, au moment où ils se rencontrent de manière assez étonnante, lorsque Mimo est sur le toit des Orsini et que tout d'un coup... Ah ben non. Soit je la lis, soit de toute façon, soit je la relate pas, parce qu'elle est dans le livre. Il y en a plein qui l'ont pas lu, je suppose. Alors je la relaterai pas. Non, ça je sais. J'ai ennuyé plein de libraires en fait, mais pour la première fois, j'avais pas de mal à parler de mes livres avant, mais ça c'est un livre pour le coup qui est plein de rebondissements, qui est plein de romanesque, et en fait
Je vois pas trop l'intérêt, ce que vous gagneriez à m'entendre en parler, dans la mesure où la meilleure façon d'en parler pour moi c'était de l'écrire. Voilà. Si tu veux. Je dormais à point fermé quand je perçus une présence. Ce parfum de fleurs d'oranger, juste un peu plus présent. Je grognais, mais la présence demeurait insistante et je me redressais sur un coude. Je pris soudain la mesure de ce que je venais de faire. Je m'étais endormi dans un lit. Un lit appartenant aux Orsini. Pourtant, ce n'était rien. Une peccadille à côté de ce qui m'attendait quand je tournais la tête. C'était elle. C'est donc toi que j'ai vu aussi. Je suis en train de caviarder le texte en lisant, en fait, pour pas vous révéler des trucs. C'est donc toi que j'ai vu au cimetière hier, dit-elle en plissant les yeux. Tu ne vas pas encore t'évanouir, tu m'as fait une de ces peurs hier. Moi, je vous ai fait peur. J'ai cru que vous étiez morte. Elle me dévisagea comme si j'étais devenue fou. J'ai l'air morte. Maintenant, non. C'est absurde de toute façon. Pourquoi craindre les morts? Parce qu'ils sont morts. Tu crois que ce sont les morts qui font les guerres, qui s'embusquent au bord des chemins, qui te violent et te volent? Les morts sont nos amis. Tu ferais mieux d'avoir peur des vivants. Je la dévisageai bouche bée. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Je n'avais d'ailleurs jamais discuté très longtemps avec une fille, à part ma mère, laquelle n'était pas vraiment une fille, mais ma mère. Il faut que je remonte sur le toit. Qu'est-ce que tu fais là dans ma chambre d'abord? Comment tu es entré? Par la fenêtre. Pourquoi? J'ai essayé de voler, ça n'a pas marché. Sa réaction me prit de court. Elle me sourit, un sourire qui dura 30 ans, au coin duquel je me suspendis pour franchir bien des gouffres. Quand vous lirez la scène en question, ça sera beaucoup mieux parce que vous aurez les éléments que j'ai enlevés et qui pourraient altérer la compréhension. Merci pour cette lecture. Quelques pages avant ou après, je me souviens plus trop, vous parlez aussi de la différence sociale, avec un extrait que je ne lirai pas cette fois-ci, sur la table de chevet. Et lors de la découverte du monde des Orsini par Mimo à travers la chambre de Viola, cette différence sociale n'est-elle pas pour vous aussi un prétexte pour souligner la singularité et la force de nos deux héros, Mimo et Viola? Oui, oui, bien sûr. Enfin, d'abord, il n'y a rien de plus romantique. Même si leur histoire est n'est pas juste romantique, c'est pas une romance, elle est très dure à définir. D'ailleurs, ça n'a aucun intérêt de la définir. C'est une grande histoire d'amour au sens le plus large du terme. Un amour qui est parfois détestation entre ces héros. Évidemment, quand deux héros sont à l'opposé l'un de l'autre, pour quelque raison que ce soit, l'histoire est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus romanesque. Et effectivement, chacun de ces héros a sa singularité. L'un est dans une pauvreté abjecte et l'autre, au contraire, roule sur l'or. Et pourtant, tous les deux sont également empêchés. Voilà, ça me plaît beaucoup. On va justement aborder sur la question de la différence, lorsque Michelangelo, adulte, dit en parlant de lui, enfant, c'est tout au début du livre, signe, s'il en fallait encore un, que je n'étais pas tout à fait comme tout le monde. Ou lorsque Mimo parle de Viola Orsini, donc, je ne suis jamais si elle détestait sa famille ou si elle se sentait étrangère. Ils sont en décalage avec leurs proches, avec leur environnement, voire même avec leur époque. De quoi sont-ils les représentants? De chacun d'entre nous, je pense, en fait. Je crois qu'on met tous un joli masque pour sortir en société et qu'il y a très 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 peu de gens qui savent ce qu'on est vraiment. Enfin, moi, il y a beaucoup plus de gens maintenant qui savent ce que je suis vraiment parce que je me mets beaucoup dans mes livres et tout mon univers est là. Je crois qu'on cache beaucoup ce qu'on est profondément, notre singularité. Et je crois qu'on justement, on est tous profondément uniques, profondément étranges, et on aspire plus ou moins à la normalité. Sauf moi, j'aspire pas du tout à la normalité. Ça m'a jamais dérangé d'être considéré comme un peu spécial et un peu bizarre. Mais il y a beaucoup de gens dans l'ensemble qui aspirent. On le voit beaucoup dans les lycées. Tout le monde veut ressembler aux autres. On aspire tous à lisser un peu cette façade-là et à arrondir les angles. Donc, ils nous représentent, je crois qu'ils représentent rien, ou alors, plus exactement, ils représentent chacun d'entre nous.
Je crois que c'est pour ça que les gens, enfin, dans l'ensemble, les gens ont tendance à aimer ce livre. C'est parce qu'ils se reconnaissent dans ces héros, ils reconnaissent leurs fractures, ils reconnaissent leurs blessures. Et j'espère que ce sera le cas quand vous lirez ça. Alors, Viola et Mimo n'ont jamais été ensemble, ou plutôt ne se sont jamais quittés. L'amitié, l'amour sont entremêlés, ce sont des liens forts, l'amitié, l'amour absolu, inconditionnel. Ces thèmes imprègnent vos livres. De quoi sont-ils l'écho? Ils sont l'écho de ce qui fait tourner le monde, c'est-à-dire l'amour. Je crois vraiment que ça peut paraître très harlequin, romance de dire ça, mais finalement, c'est pas pour rien qu'il y a des empires qui sont bâtis là-dessus. L'arlequin écrivait comme vous, c'est quand même vachement gentil. Non, mais heureusement, ils n'écrivent pas comme moi, parce que sinon, je serais pas là, j'arriverais pas à vendre mes livres, si tout. Enfin, non, mais voilà, c'est cette recherche qu'on a, au fond, et qui a conditionné à tous nos vies, là. On a tous cherché un autre être signifiant, et à un moment donné, ou peut-être qu'on le cherche encore aujourd'hui, c'est une énergie folle qui propulse nos existences. Je dis qu'il fait tourner le monde. Alors, il n'y a pas que ça, malheureusement. Il y a aussi des forces beaucoup plus noires. Mais cette belle force, qui peut aussi être troublante, difficile à vivre, pénible, nous arracher des rires ou nous plonger dans la détresse la plus absolue, elle est là dans nos vies. Je veux dire, c'est un constat complètement basique, de la même manière que le soleil se lève et se couche. C'est juste ça qui m'intéresse, cette énergie nucléaire. Plusieurs personnages gravitent autour de Mimo, de Viola, à tout âge de leur vie. Quelle est pour vous l'importance de montrer la complexité des personnages et du contexte dans lequel ils évoluent? Ben ça, c'est un bon personnage est un personnage complexe. Une nouvelle fois, moi j'essaie de capturer, je crois qu'un roman, je crois que la fiction est vérité, je l'ai assez raconté partout dans la presse. La fiction, pour moi, a la même valeur de vérité qu'un essai quand elle est bonne. Ce que ça veut dire, c'est que j'essaie de raconter la vie, des tranches de vie, parfois avec un peu plus de merveilleux, parfois un peu plus de magie, enfin, on se comprend au sens large, mais néanmoins la vie, et une nouvelle fois, l'être humain est complexe, personne n'est noir et blanc, et même de dire les gens sont gris, c'est encore une limitation de notre complexité. On est on revient de la manufacture, voilà. On est comme dans ce tiroir qui était plein, le triangle de saturation. Et où Jean-Marc, c'est quoi? Le triangle de désaturation, je ne me rappelle plus du nom. Enfin voilà. En tout cas, on est plein de couleurs, beaucoup plus que gris. Donc cette complexité-là, c'est important pour moi de la capturer. C'est très important que tous mes personnages soient faillibles, y compris les héros. Et parfois, des lectrices, des lecteurs viennent me dire parfois, tel héros, on a envie de lui mettre des claques, parfois je le déteste. Je dis, moi, d'abord, je ne les déteste pas, mais c'est pas grave de les détester. Au contraire, justement, les héros et les personnages secondaires, dans la même mesure, doivent avoir leurs failles et leurs qualités. Et même les salauds doivent avoir leur part de lumière, cette complexité-là, et ce qui fait un bon roman, parce que c'est ce qui en fait un reflet de la vie. Alors, vous donnez une consistance à chacune des personnes de votre roman, là, vous venez de le dire, avec parfois une biographie qui donne une réalité d'autant plus forte. Vous bousculez aussi la place de la femme pour lui rendre celle qu'elle doit avoir à travers le personnage de Viola. Cette personne haute en couleur, forte, exigeante, intransigeante, réaliste, s'installe en nous, nous imprègne autant qu'elle inspire Mimo. Est-ce aussi cela qui permet de nous plonger dans votre imaginaire et forcément d'écrire la place de la femme dans notre société? Moi, j'avais envie d'écrire sur cette femme forte qui est très inspirée de... Enfin, une nouvelle fois, j'aime pas ce mot parce que c'est vrai, c'est un cliché que je reproduis en le disant moi-même, femme forte, on dit jamais homme fort. Donc c'est quoi? L'homme est fort par nature. Ouais, l'homme est fort par nature, mais la femme est faible, donc il y a des femmes fortes, c'est un peu idiot. Femme libre, même s'il pourrait y avoir aussi un cliché là-dedans, mais en fait, dans cette époque-là, c'est vrai que la femme n'est pas libre, en 1916. Ça, c'est ce qui propulse ce roman. En fait, moi, ce que je voulais vraiment raconter dans ce roman, j'ai eu une mère hyper féministe. Je suis là aujourd'hui grâce à une femme qui m'a sorti d'une période difficile, qui était mon directrice Sophie de Sivry, qui est décédée, je dis était parce qu'elle est décédée en mai, jeune. Elle m'a sorti d'une période très difficile créativement dans le cinéma et elle a vu ce que je faisais en littérature. Mon premier roman, elle m'a dit on va en faire un feu d'artifice de ce roman. Et ce roman, il avait été refusé 14 ou 15 fois avant. Donc c'était la première, c'est une femme pour laquelle rien n'était impossible. Et Viola, c'est un peu c'est un mélange de tout ça, de ces femmes qui m'ont beaucoup porté. Et notamment Viola, je voulais parler plus précisément de quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Pas chez Sophie, mon éditrice, mais
dans des femmes de ma vie au sens très large, je me suis aperçu que parmi les plus féministes, parfois certaines s'imposaient des limites qui me paraissaient inexplicables. Je me disais, mais tout d'un coup, pourquoi cette femme qui me dit toujours tout est possible et bouge de là, il n'y a pas de limite et poussez-vous et faites-moi ma place, pourquoi tout d'un coup elle s'interdisait d'aller dans certaines directions? Et en fait, je me suis dit que nous, peut-être hommes, ce qu'on mesure, en tant qu'hommes, ce qu'on ne mesurait pas, c'est qu'une femme devait se battre contre des problèmes bien identifiés aujourd'hui. Par exemple, depuis octobre, les femmes travaillent gratuitement, alors que les hommes sont payés pour ça, donc c'est très identifié, c'est très connu. Mais je me suis dit que peut-être elle se battait aussi contre des interdits et des empêchements séculaires, des centaines d'années de diktats qui leur disaient « tu ne peux pas aller dans cette direction, ta place n'est pas là ». Mais qui ressortaient quelques centaines d'années après sous la forme de « non mais ça ce sont mes limites à moi, je ne suis pas capable ». Et pas un interdit, pas un empêchement extérieur identifiable. Et donc ça m'intéressait que mon Viola, mon héroïne, doive se battre non seulement contre son environnement social, sa famille et son époque, mais aussi contre un diktat qu'elle n'identifie plus comme étant un ennemi extérieur, qui sont ses propres, en fait, qui ne sont pas ses propres interdits, mais qu'elle identifie comme étant ses propres interdits. Donc c'est ce combat qui était horizontal contre le présent et l'environnement, prenait une dimension verticale contre des siècles d'oppression qui me paraissait assez épique, et je crois que les hommes ne mesurent pas ça, enfin moi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, et très romanesque aussi, et donc les héros, mais moi aussi à certains égards, donc c'est pas un combat féministe, mais se bat contre ses propres verrous, mais elle, voilà, elle se bat contre le monde entier et contre des siècles en plus, et c'est ça que j'adore chez elle, c'est la violence de ce combat et le fait qu'elle ne renonce pas. Pas tout le temps. Et ce réalisme, ce combat sur lequel on arrive à s'identifier comme femme sur chacun des personnages, en tout cas de ces héros, qui sont marqués à tous les niveaux d'une différence. Est-ce que c'est aussi cela qui arrive à créer une complicité entre l'auteur que vous êtes, le livre, le lecteur que nous sommes, et qui crée un univers commun dans lequel il y a un véritable... Oui, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette reconnaissance qu'on a tous de quelque chose de faillible, de brisé ou de différent, et qu'on essaie de cacher, mais qu'on reconnaît dans nos héros. Et en fait, je crois qu'il y a une nouvelle fois un roman, et les gens me disent « mais pourquoi ce roman est propulsé comme ça ?» Il marchait avant le Goncourt, donc ça c'est formidable. Après le Goncourt, c'est encore autre chose, mais il y avait déjà un très très beau bouche à oreille et un très beau soutien des libraires. Les gens me demandent d'expliquer, je ne sais pas trop comment intellectualiser ça, mais outre l'aspect romanesque évidemment et l'aspect grande fresque, je crois qu'il y a plus profondément que le fait que une belle et grande histoire, elle parle à chacun d'entre nous, tout simplement parce qu'on reconnaît nos failles et nos faiblesses et nos secrets dans les héros et cette fondamentale différence qu'on a tous, qu'on essaie de dissimuler. Juste savoir qui ici dirait « moi je suis comme tout le monde, moi je suis normal », je serais assez curieux. Mais en fait, on fait tous quand même, dans notre comportement social, on fait tout pour projeter cette image de « je suis normal et je suis comme tout le monde ». Et en fait, le « comme tout le monde » n'existe pas puisque personne n'est comme tout le monde. C'est embêtant ça. Ben oui, c'est un gros mensonge. Non mais on parle beaucoup de... Ben oui, mais ce mensonge-là va beaucoup conditionner le bonheur, où les gens me disent c'est quoi le bonheur dans la vie, mais c'est justement savoir reconnaître ça et peut-être se réaligner avec ce qu'on est vraiment. Et c'est peut-être justement parce que vos personnages ont des particularités à tous les niveaux, que ce soit physique, social, environnemental, leurs relations avec les uns et les autres, qu'on s'y retrouve. Vous dites, donc je disais, page 569, il faut de mémoire, parce qu'en fait ça permet de voir si l'auteur, c'est bien lui qui a écrit le livre. Alors vous dites de Viola, j'avais toujours cru ses lèvres un peu trop minces, je m'étais trompé. Elles étaient pleines, déliées, en un sourire rond, maintenant qu'elle n'avait plus à serrer les dents. Ou page 224, vivre avec les lâchetés demande un grand courage. Votre écriture laisse paraître une sensibilité à fleur de peau. Parfois, vous utilisez de formules imagées, non dénuées d'humour, comme la description du concombre qui devient cornichon. Ça, c'est fabuleux. Merci d'avoir... Qu'est-ce que permet l'humour ? Il faut savoir comment on fait les cornichons, déjà, et là, c'est parce que j'aime bien cette phrase. Qu'est-ce que permet l'humour ? Alors, l'humour, il permet de parler de choses graves. Je crois que c'est très important de parler de choses graves avec humour. Si vous ne parlez pas de choses graves avec humour, enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti quand je suis lecteur, ça repousse, on tient à distance le lecteur au lieu de rentrer sous sa peau et de diffuser l'information et le message qu'on veut faire passer. L'humour, il permet de faire passer ça
de faire passer une information, peut-être parfois quelque chose de grave, et de le faire exploser, pas de manière négative, mais de le faire comme un feu d'artifice dans l'esprit de la lectrice ou du lecteur. Je crois que plus le sujet est grave, plus il faut en parler avec humour. L'humour n'enlève pas la gravité, au contraire, il permet de la faire se diffuser plus lentement et sans qu'elle soit perçue comme une agression. Et puis après, moi j'adore, je trouve que ça c'est un point, il ne faut pas se prendre au sérieux non plus. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que je suis absolument intimement convaincu que pour parler de choses graves, il faut le faire avec humour. Sinon, ça ne marche pas. On va parler aussi de votre écriture. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est: écoutez bien, sculpter c'est simple. C'est juste enlever des couches d'histoire, d'anecdotes, celles qui sont inutiles, jusqu'à atteindre l'histoire qui nous concerne tous, toi, moi, et cette ville et le pays entier. L'histoire qu'on ne peut plus réduire sans l'endommager. C'est là qu'il faut arrêter de frapper. Est-ce si éloigné de l'écriture? Non, mais c'est complètement même une métaphore de l'écriture pour moi, ou de tout geste artistique, c'est-à-dire que plus on progresse, moi je tends, et puis je pense à un artiste, tend à aller améliorer son geste. On le voit bien avec Matisse, on le voit avec tous les artistes d'ailleurs en général. L'épure du geste, c'est quelque chose que je recherche beaucoup. Franchement, je pense à l'écriture en écrivant ça. Mais voilà, lié à la sculpture, c'est la même chose pour moi. Le médium est différent, mais c'est toujours toute forme, le but de tout art est de nous raconter une histoire, quelle qu'elle soit. Peu importe qu'on utilise un pinceau, ou un instrument de musique, ou des mots, ou un burin. Alors plus concrètement, en fait, comment écrivez-vous? Dans quelles conditions vous vous mettez pour pouvoir commencer et vous lancer à l'écriture? À quel rythme? Alors moi j'attends qu'une idée germe en fait et qu'une histoire m'apparaisse. C'est une vision d'abord. Ça se passe comme ça, c'est pour ça que j'ai les grandes périodes où j'écris pas. Quand la vision, une bonne idée, c'est une fin, c'est une destination. Donc si je sais où je vais, il faut que je déconstruise cette fin pour voir comment y aller. Donc là, j'ai eu la vision de la statue mystérieuse qui sert d'ancrage à ce roman, qui est le mystère qui plane. Il y a un mystère qui plane sur ce roman, ça a été mon idée originale. Ensuite, j'ai mis 10 mois à construire l'histoire, comment y arriver, éliminer Il y avait 1000 façons de raconter une histoire. Mais pour moi, il n'y en avait qu'une et il a fallu la trouver. J'ai mis 10 mois. Je travaille beaucoup sur la structure. C'est très important pour moi, quand je commence à écrire le texte, d'avoir la structure relativement précise. 80 ou 90% des événements du livre, et en tout cas le milieu, le début et la fin à coup sûr, et beaucoup d'événements entrent. Et après, donc ça se passe, j'écris ces moments-là en promenant mon chien, en nageant, en faisant d'autres choses. Je rentre chez moi, je les note sur un carnet, et au bout de 10, alors c'est pas... Il n'y a pas de durée chronométrée, là c'était 10 mois, les romans précédents ça m'a pris moins longtemps, mais là il y avait une richesse qui faisait qu'il fallait que je prenne mon temps, il y avait plein de résonances, plein de dimensions, beaucoup de personnages, donc j'ai fait ça. Et puis là, au bout de 10 mois, je me dis ça y est, j'ai mon histoire, là je me mets à écrire le texte, je me mets devant mon ordinateur, et j'écris, et moi ce qui est très important, c'est cette notion, cette idée de transe, d'écriture, de ne pas calculer ce que j'écris. Il n'y a pas de réflexion au moment de l'écriture, la réflexion est avant. Avoir travaillé la structure me permet justement la liberté, l'improvisation, c'est-à-dire moi, là j'ai la scène 1, on est dans une abbaye, je sais qu'on est dans une abbaye, je sais qu'il y a un type qui commence à raconter sa vie, c'est tout ce que je sais, je ne sais pas quels vont être les mots de cette scène. Et ça, je le découvre au fil de la plume. Au moment où je l'écris, j'écris quasiment d'un trait, je repasse peu sur le texte, je ne cherche pas mes mots, je me corrige parfois en temps réel, mais après je remets ce texte à mon éditrice qui me dit « Ah oui, ça tu peux préciser, ça j'ai pas compris, ça maladroit, ça répétition, tiens, est-ce que tu peux éclaircir ce point-là ?» Et en gros, je dirais que ce roman, 90% de ce que vous lisez était déjà là dans ce que j'ai remis à mon éditrice. Précisément parce que j'écris dans ce moment de tranche, j'écris 3 à 5 pages par jour et je m'arrête. Sinon, on commence à sentir l'auteur. Je commence à me sentir qu'il fait des phrases, et moi je veux que ce soit instinctif, ce que vous disiez tout à l'heure était instinctif, et ça me plaît, sinon ça sonne faux. Donc voilà, je vais créer 3 à 5 pages par jour pour garder cette vérité de la voix. Et à quel moment de la journée? Est-ce que c'est en musique? Toute la journée. Non, c'est pas du tout en musique, c'est toute la journée en général. Soit j'arrive à écrire mes 3 pages d'un coup, soit j'écris un petit paragraphe, puis je me sens tellement bien que je me dis, bon, je vais faire une pause pour pouvoir écrire toute la journée, parce que c'est extrêmement plaisant, cette sensation. C'est vraiment une forme comme de transe et de drogue, sans drogue. C'est super agréable, donc je fais ça en fait toute la journée. Et si j'ai écrit mes 3 pages d'un coup dans les 3 premières heures le matin, je les relis pour le plaisir, pour affiner un petit machin, mais en fait, je reviens très peu dessus.
Et je commence à penser un petit peu au lendemain, et je me dis, est-ce que j'écris encore une page? Voilà. Mais j'aime, ça consume mes journées. La phase d'écriture, elle consume tout. Et quelle était l'idée originale de Diable et Dessin? Bah, l'idée originale des Diables et Dessins m'est venue quand, en fait, moi j'ai d'abord rencontré un lecteur dans un salon qui est venu me parler de son enfance, comme ça en une demi-heure, et c'était hyper brûlant. Mais il y avait, parfois ça peut être vécu comme une agression, mais là il y avait quelque chose de très vibrant et de très sincère qui fait qu'on est devenus amis longtemps après quand je l'ai recontacté. Mais je me suis dit, c'est pas possible, quoi, quelqu'un dans les années 60 qui vient dans un orphelinat en France, et c'était Dickens le truc. Il n'y avait pas de sévices sexuels, rien. Mais je me dis, bon, bah, moi, je sais pas, je suis pas un écrivain de récits, je fais de la fiction, donc je sais pas trop quoi en faire de ça. Et 2 ans plus tard, je faisais la promo de mon second roman. J'étais à Clermont-Ferrand un matin et je me lève tôt dans une gare, on passe d'une gare à l'autre, et je vois un jeune garçon qui avait 16 ans ou 17 ans, je l'ai filmé d'ailleurs, qui jouait sur un piano public, qui jouait du Beethoven et du Bach. Et je me dis, mais bien sûr, voilà mon histoire, c'est l'histoire d'un vieil homme qui joue sur des pianos publics et personne ne sait pourquoi ce mec joue si bien. Et je vais raconter pourquoi, à travers la traversée des ténèbres dans un orphelinat, il va arriver à entendre ce qu'il n'entendait pas avant. Donc voilà, il y avait ça a été une vision pareil, un peu instantanée, mais ça a été plus facile à construire parce que c'est moins ample. Mais j'ai filmé ce gamin qui jouait en me disant, c'est mon roman, le début d'un roman que je suis en train de filmer. Et j'ai commencé à écrire l'histoire dans ma poche, en fait, j'avais un papier dans ma poche, je rentrais chez moi et j'ai écrit. Alors avant de terminer cet échange, difficile de ne pas évoquer ce moment extraordinaire du moment où vous avez reçu la réponse du prix. Et ça, je pense que on va le partager, même si vous l'avez raconté 200 millions de fois. C'est toujours assez émouvant et étonnant. Oui, donc on était chez... En fait, ils ne vous annoncent pas quand vous n'avez pas gagné, a priori, pour ce que j'en sais. En tout cas, c'est ce qui se dit. Donc il y a seulement le gagnant et le seul à être appelé. Je dis le gagnant parce que c'était 3 hommes là, qui restaient en compétition. Et donc nous, en gros, ils annoncent à 12h50 théoriquement, et puis ça passe au journal de 13h. Donc on s'était dit à 30 s'ils ne nous appellent pas. Considérant le temps qu'il faut pour aller, moi j'étais chez Moniteur à Paris, considérant le temps qu'il faut pour aller chez Drouan, qui est au moins 20 minutes, c'est pas nous. Bon, 30 on n'a rien, en plus on attendait depuis 1 heure quand même, ils se réunissent à partir de 11h30. On se dit ça sent quand même pas très bon, allez attendons encore un peu. Et puis à 37 on se dit c'est mort. Puis moi je voulais juste qu'on arrête d'attendre, en plus pour meubler sa nervosité, mon éditeur et mon attaché de presse parlaient sans discontinuer. Ils étaient aussi tendus que moi, mais eux, leur truc, c'était de parler, et en plus de me poser des questions, et j'avais juste envie de les tuer. Et donc, à 12h37, on est persuadé qu'on l'a pas. Je veux dire, il y a une seule personne n'est pas persuadée, c'est Sylvie Gracia, qui est une des grandes éditrices de l'Iconoclaste. Ah oui, bon ben voilà, c'est gentil. Et au point que la directrice commerciale décroche le téléphone. Nous, on avait fait un speech en disant on s'est battu jusque-là, c'était super de vivre ça ensemble, et c'est vrai. L'Iconoclaste, c'est une famille avec les arènes de la maison de sœurs. C'est vraiment une émotion très forte d'être ensemble là. On avait vécu ces jours-là, c'était magnifique. On ouvre une bouteille de champagne, on s'est bien battu. Moi, je commence à texter ma famille. C'est pas nous. J'avais un ami sur place, je lui dis ouais, ils viennent d'annoncer qu'ils diraient le vainqueur à 12h50 et 12h37. Donc je me dis évidemment que c'est pas nous. Donc je lui dis, c'est pas bien que tu restes, c'est pas nous. Je texte mon épouse, ma famille, c'est pas nous. La directrice commerciale appelle le traiteur, parce qu'on avait prévu, il faut prévoir cette place, pour s'il y a une fête le soir. Bon ben on annule le traiteur, et Sylvie Gracia lui crie dessus, lui dit non, tu n'annules pas tant que c'est pas annoncé. Et donc je dis, je vous rappellerai. Et donc moi, on passe 10 minutes quand même comme ça, parce qu'on a regardé les textos après, et à 12h47, alors qu'ils annoncent à 50, donc en fait, ils n'attendaient pas que le gagnant soit là au moment d'annonce. J'entends un grand hurlement dans la pièce d'à côté où mon éditeur est allé avec mon attaché de presse. Il venait de décrocher le téléphone, un coup de fil, et on lui dit c'est vous. Et moi, j'entends un hurlement qui dit c'est vous. Et waouh, c'est hyper. D'abord, je comprends pas ce qui se passe. En fait, si je comprends intellectuellement, mais c'est en contradiction complète avec mon état d'esprit et ce que je viens de vivre les 10 dernières minutes. Je me suis persuadé que c'est pas nous. Et on me dit c'est nous, et on me tire vers la sortie, je me trouve dans un taxi. Et je me rappelle dire, il faut que je prenne mes lentilles parce que je vois rien. Et je vois mon sac qui s'éloigne, on me dit, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Et on arrive à Drouan, alors là c'est encore un truc sous les flashs. Moi je réalise pas que je suis filmé en live en plus. Donc je raconte
à Drouan devant tout le monde dans la salle, dans la deuxième étape où je suis monté. Excusez-moi, je vous vois pas. Moi, je voulais donner l'image que le prix Goncourt a un regard d'aigle. Si vous voulez. Pas qu'il est myope. Et je mesure pas. Je dis, je suis désolé, c'est tout flou. C'est tout flou. J'ai pas pu prendre mes lentilles. Et après, je sors. On me dit, ah, c'était marrant l'histoire des lentilles. Je dis, mais comment vous savez ça? Bah, c'était au journal de France 2, de je sais pas quoi. Et je fais, ah ouais, d'accord. Donc, écoutez, non, c'est un moment d'une intensité rare. On ne mesure pas sur le coup, même quand on essaie de se projeter un petit peu avant, c'est pas possible de mesurer ce que c'est. En fait, c'est plus énorme qu'un Oscar. Le concours, c'est un prix. Moi, j'ai reçu les félicitations internationales. Il y avait un article dans New York Times. Il y a 121 concours dans l'histoire de la littérature française. Donc, il y a ce côté, cet honneur immense. Enfin, en plus, j'avais jamais rêvé d'avoir un concours. Moi, je rêvais de devenir écrivain. Donc, c'était même pas dans la probabilité. Autant dans le cinéma, on se disait, ouais, un jour, on peut avoir un César ou un Oscar. C'est pas possible de se dire, on va avoir un concours. C'est 121 personnes dans l'histoire de la littérature française. Et heureusement, il y a des milliers de livres sublimes qui n'ont pas eu le concours. Donc, c'est ridicule de s'imaginer qu'on va l'avoir. Donc, ce que je n'avais jamais fait. Donc, il faut digérer ce truc-là. Et c'est quelque chose de très, très impressionnant. Je suis content d'avoir vécu ça. C'est vraiment immense. Moi aussi. Merci. Jean-Baptiste Andréa, merci pour vos réponses. D'avoir cru en moi. Veillez sur elle, nous plonge au cœur de l'Italie, questionne notre rapport à l'art et aborde avec sensibilité les liens forts de l'amour, de l'amitié, dans ce qu'ils ont d'absolu et d'inconditionnel. Merci aux éditions Iconoclaste d'avoir permis cette rencontre aussi. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne pour la technique. Retrouvez toutes les rencontres en vidéo sur notre site internet et surtout n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour être informé des prochaines rencontres. Merci et à bientôt.